ce vieil homme n'a rien laissé d'autre qu'une carte sans valeur. Après le décès de mon grand-père, mes parents ont saccagé son appartement, à la recherche de tout ce qui avait de la valeur. Mon père a jeté la vieille carte à la poubelle. Je l'ai discrètement ramassée et l'ai emportée à la banque. Le banquier s'est figé après l'avoir scannée, ce n'est pas possible. Mon père regardait le morceau de plastique rayé avec un dégoût absolu avant de le jeter violemment dans la poubelle. Je suis Mallory, une mère célibataire de 30 ans qui venait d'enterrer son grand-père plus tôt ce même matin glacial. Mes parents s'étaient immédiatement rendus à son appartement pour mettre l'endroit sens dessus-dessous, cherchant tout objet de valeur immédiate. Ils m'ignoraient complètement, moi qui me tenais silencieusement dans un coin pendant qu'ils pillaient sans pitié chaque placard à la recherche de bijoux ou d'argent liquide caché. Mon père a fini par forcer un tiroir de bureau verrouillé avec un lourd outil métallique qu'il a trouvé dans la cuisine. Il s'attendait à trouver des liasses de billets ou des obligations de valeur, mais il n'a découvert qu'une très vieille carte bancaire couverte de profondes rayures. Il a juré bruyamment à voix basse en se plaignant que le vieil homme n'avait rien laissé d'autre qu'un déchet sans valeur. Il a jeté la carte sans plus y penser avant de tourner son attention vers quelques horloges anciennes de grande valeur posées sur le manteau de la cheminée. Mes parents ont rapidement emballé les quelques objets de valeur qu'ils pouvaient transporter avant de franchir la porte d'entrée sans même dire au revoir. L'appartement est soudainement tombé dans un silence complet une fois que leurs pas lourds se sont finalement estompés dans le long couloir. Je me suis lentement approché de la poubelle pour regarder l'objet jeté qu'ils considéraient si totalement inutile. J'ai plongé la main à l'intérieur pour retirer la carte abîmée avant d'essuyer soigneusement la poussière de sa surface délavée avec ma manche. J'ai décidé de la garder en sécurité dans ma poche parce que quelque chose au fond de moi me disait que mon grand-père l'avait enfermée pour une raison très spécifique. Je savais que je devais la porter à la banque le lendemain matin pour découvrir le secret qu'il voulait que je trouve. Les portes vitrées de l'agence de la Banque centrale se sont ouvertes alors que j'entrais dans le bâtiment tôt le lendemain matin, tenant l'objet en plastique jeté. En me dirigeant directement vers le principal bureau du service clientèle, j'ai pu remettre l'objet usé à mon banquier, nommé Nolan, pour une vérification standard du statut du compte. Nolan a accepté l'objet sans poser de questions préliminaires avant de faire glisser en douceur sa bande magnétique délavée dans le lecteur de cartes électroniques relié à son terminal informatique principal. Le système bancaire interne a immédiatement clignoté avec une notification d'avertissement rouge vif au lieu d'afficher un solde normal ou des options de retrait habituelles pour l'utilisateur. Les chiffres d'identification spécifiques intégrés dans le plastique avaient apparemment déclenché une alerte de sécurité automatique directement liée à un compte financier gelé en permanence nécessitant une attention fédérale immédiate. Nolan n'a pas pris la peine de m'expliquer le verrouillage soudain du système tout en fixant intensément le moniteur lumineux placé directement devant lui. Il a rapidement verrouillé son écran d'ordinateur à l'aide d'un raccourci clavier rapide avant de présenter une excuse polie, disant qu'il devait vérifier certains protocoles de sécurité interne obligatoires avec ses superviseurs. Il a discrètement signalé le service de conformité interne à l'aide d'un bouton de communication caché sous son bureau avant de me faire signe poliment de le suivre dans un couloir d'accès restreint et silencieux. Nolan m'a conduite dans une salle d'isolement privée, habituellement réservée aux problèmes de haute sécurité, avant de me demander de rester assise là jusqu'à nouvel ordre. Le fait d'être assise seule dans cet espace sans fenêtre m'a fait réaliser que cette situation impliquait quelque chose de beaucoup plus grave qu'un simple compte d'épargne expiré laissé par un parent décédé. Le silence troublant s'est prolongé pendant près de 15 minutes tandis que je fixais les murs nus, me demandant ce que mon père avait bien pu jeter à la poubelle la veille. La porte de sécurité s'est finalement ouverte en un déclic pour révéler un grand homme en costume sombre qui entrait aux côtés du directeur officiel de l'agence. L'homme s'est immédiatement présenté comme étant l'inspecteur Ford du département des enquêtes sur les crimes financiers avant de tirer une chaise juste en face de ma position à la table en métal. Ford a posé la vieille carte sur la surface entre nous tout en posant une série de questions intenses sur la manière exacte dont j'avais réussi à obtenir ce morceau de plastique à accès restreint. Il a exigé de connaître chaque détail des moments qui ont précédé mon arrivée à la banque sans jamais rompre son contact visuel sévère, même pour une seule seconde. L'enquêteur voulait spécifiquement connaître l'heure exacte à laquelle j'avais trouvé l'objet ainsi que l'identité légale de toute autre personne qui aurait pu le manipuler au cours de la semaine passée. Expliquer la situation chaotique m'a obligé à raconter exactement comment mon père, Douglas, avait négligemment jeté l'objet dans une poubelle immédiatement après la cérémonie commémorative. J'ai détaillé comment mes parents avaient complètement saccagé l'appartement de mon grand-père, Alfred, en cherchant désespérément tout ce qu'ils pouvaient facilement convertir en argent rapide.
Ils avaient complètement ignoré la véritable signification de cet objet spécifique car son apparence très usée les avait fermement convaincus qu'il n'avait absolument aucune valeur monétaire dans le monde réel. Ford a écouté attentivement toute mon explication tout en prenant des notes détaillées sur un petit bloc-notes qu'il avait sorti de la poche intérieure de sa veste de costume sans interrompre mon témoignage. L'écoute de mon explication détaillée a provoqué un changement notable dans le comportement professionnel de l'enquêteur assis en face de moi à la table en métal. Ford a immédiatement ordonné au directeur de l'agence se tenant à proximité de marquer officiellement l'adresse résidentielle d'Alfred comme un lieu d'intérêt principal pour un dossier d'affaires criminelles en cours. L'inspecteur s'est penché en avant, posant ses mains à plat sur la table, pour faire une déclaration très sérieuse concernant la véritable gravité de notre situation actuelle. Il m'a regardé droit dans les yeux avec une expression inébranlable avant de me lancer un avertissement glacial, me disant que je n'avais absolument aucune idée du type de preuve cruciale que je venais d'apporter dans le bâtiment. La tension à l'intérieur de la salle d'interrogatoire s'est considérablement épaissie lorsque Ford a commencé à sortir plusieurs documents officiels de sa mallette en cuir pour me préparer à la vérité choquante. Exactement 15 minutes après la fin de notre premier interrogatoire dans la salle de sécurité, Ford a placé un épais dossier en manie directement sur la table en métal. L'inspecteur a tapoté fermement le morceau de plastique usé avant d'expliquer qu'il appartenait à l'origine à ma grand-mère, Pearl. Il a révélé que les numéros gravés sur la surface étaient liés en permanence à un ancien compte d'épargne qui avait été complètement gelé à la suite d'une enquête pour fraude massive. Ford a soigneusement ouvert le dossier pour présenter plusieurs relevés bancaires officiels mettant en évidence une série de transactions financières très suspectes datant du début de l'année. Les documents montraient clairement un retrait massif qui avait entièrement vidé les fonds de retraite grâce à l'utilisation d'une fausse procuration. Le traçage de la piste électronique a prouvé que chaque dollar volé était directement acheminé vers le compte d'entreprise contrôlé entièrement par Douglas. Regarder les preuves financières indéniables m'a retourné l'estomac pendant que l'enquêteur continuait de détailler la sombre réalité de la situation. Ford a baissé la voix pour révéler la vérité dévastatrice sur ce qui s'était réellement passé il y a 6 mois, le jour exact du décès de Pearl. Il a expliqué qu'elle s'était rendue dans cette même agence bancaire pour vérifier son solde après avoir remarqué des anomalies inhabituelles dans son courrier mensuel. Découvrir que toutes les économies de sa vie avaient été volées par son propre fils a déclenché un état de choc écrasant en plein milieu du hall public. Le traumatisme psychologique extrême a immédiatement provoqué un arrêt cardiaque grave qui a finalement causé sa mort tragique avant même que les ambulanciers ne puissent arriver sur les lieux. Mes parents avaient complètement menti à toute la famille en prétendant qu'elle était simplement morte paisiblement dans son sommeil de cause naturelle liée à la vieillesse. Le traitement de cette horrible révélation est devenu encore plus difficile lorsque l'inspecteur a présenté un rapport de police détaillant les suites immédiates de l'urgence médicale. Alfred avait été contacté par les autorités locales pour récupérer les effets personnels de sa femme peu après que son corps ait été transporté à l'hôpital. Le veuf éploré a exigé de voir les images de sécurité du hall de la banque, essayant de comprendre ce qui aurait bien pu causer une crise médicale aussi soudaine. Le visionnage de la vidéo de surveillance l'a incité à demander une réunion avec le directeur de l'agence, qui l'a informé à contre-cœur des comptes bancaires vidés. Apprendre que Douglas était le principal suspect derrière les faux documents a complètement anéanti l'homme en deuil, mais il a choisi une voie très peu conventionnelle pour faire face à la trahison. Au lieu d'exiger une arrestation criminelle immédiate qui aurait traîné la famille dans un scandale public, il a tranquillement gardé la carte désactivée comme son seul levier physique. L'homme vieillissant savait avec une certitude absolue que son fils avide finirait par cibler le reste du patrimoine familial. Une fois le choc initial des funérailles passé, Alfred a réalisé que sa santé déclinante l'empêcherait de mener une longue bataille juridique. Il a donc conçu une solution beaucoup plus permanente pour sécuriser les actifs restants. Il a commencé à rencontrer secrètement un professionnel du droit de confiance pour rédiger un tout nouveau plan successoral conçu spécifiquement pour contourner les lois sur l'héritage standard. Son objectif ultime était de s'assurer que Douglas ne toucherait plus jamais un centime tout en protégeant simultanément mon avenir financier de leur manigance prédatrice. Le vieil homme a délibérément caché le morceau de plastique crucial à l'intérieur de son tiroir verrouillé, sachant que son père finirait par mettre l'appartement sens dessus-dessous à la recherche d'objets de valeur. Il a placé sa confiance totale dans l'hypothèse que Douglas jetterait avec arrogance l'objet endommagé, me le laissant à découvrir dans les ordures. Ford a conclu son exposé en faisant glisser un certificat de décès photocopié sur la table pour souligner la véritable gravité du crime caché. Le document officiel indiquait clairement l'arrêt cardiaque comme cause principale du décès, tout en omettant complètement toute mention de la confrontation financière qui avait déclenché l'événement fatal.
Comprendre l'ampleur de cette tromperie m'a fait réaliser que mes propres parents étaient essentiellement responsables du décès de ma grand-mère. L'inspecteur s'est penché en arrière dans son fauteuil en déclarant que la police avait besoin de ma pleine coopération pour enfin clore définitivement l'enquête en cours. Il m'a fallu plusieurs instants pour rassembler mes esprits avant d'accepter fermement d'aider les autorités à monter un dossier béton contre les personnes qui ont détruit notre famille. Quitter la salle sécurisée avec ces faits horribles gravés dans mon esprit m'a préparé à la guerre juridique inévitable qu'Alfred avait méticuleusement orchestrée pour nous. Le vendredi matin de la semaine suivante est arrivé avec une atmosphère incroyablement tendue s'installant dans le bureau formel de l'avocat spécialiste en succession de mon grand-père, maître Delaney. Douglas était assis avec confiance en face de la table en acajou poli à côté de Patricia, projetant un sentiment d'arrogance écrasant dans toute la pièce. Tous deux croyaient fermement qu'ils étaient les seuls héritiers légitimes ayant le droit de réclamer la totalité du patrimoine familial sans faire face à d'éventuels défis juridiques de la part de quiconque. Ils parlaient fort de leurs plans immédiats pour liquider le portefeuille immobilier tout en ignorant complètement ma présence silencieuse au fond de la table. Delaney a complètement ignoré leurs expressions suffisantes tout en brisant soigneusement le seau de cire officiel sur un épais document juridique posé juste devant son clavier d'ordinateur. Le professionnel du droit a ajusté ses lunettes avant d'annoncer formellement l'existence d'un testament entièrement mis à jour, exécuté peu après l'incident tragique à l'institution financière. Il a commencé à lire les clauses officielles stipulant que l'ensemble de la succession serait immédiatement transféré dans une fiducie irrévocable conçue spécifiquement pour la préservation de la richesse à long terme. Le texte juridique détaillé m'identifiait clairement comme la principale bénéficiaire détenant le plein contrôle opérationnel sur les actifs financiers restants, y compris tous les titres de propriété ainsi que les divers portefeuilles d'investissement laissés par le patriarche décédé. Le document précisait en outre que ma jeune fille, Ève, était officiellement désignée comme la bénéficiaire secondaire en cas de circonstances imprévues affectant ma capacité à gérer les fonds. Les sourires confiants ont complètement disparu des visages de mes parents alors qu'ils luttaient pour comprendre la réalité juridique choquante qui se déroulait rapidement sous leurs yeux. Delaney a ensuite atteint la section la plus cruciale du document concernant l'exclusion spécifique de certaines personnes de l'héritage familial. Il a lu à voix haute la clause dévastatrice déclarant que Douglas, ainsi que Patricia, étaient définitivement déshérités et ne recevraient pas même un seul centime de la richesse accumulée. Le texte juridique contraignant citait explicitement une faute financière grave à l'encontre d'un membre de la famille vulnérable comme principale justification de leur exclusion complète du plan successoral, ne laissant aucune place à une future mauvaise interprétation. En entendant ces mots accablants, Douglas a éclaté dans un accès de rage soudain en frappant violemment ses poings serrés contre la surface de la coûteuse table de conférence. Il a crié sauvagement en m'accusant d'avoir manipulé un vieil homme sénile souffrant de démence sévère pour lui faire signer l'abandon de toute sa fortune pendant ses derniers jours vulnérables sur Terre. Patricia s'est rapidement jointe à l'explosion chaotique en menaçant agressivement de vider leur compte bancaire d'entreprise pour engager les avocats les plus impitoyables de la ville afin de mettre en pièces le document mis à jour. Elle a pointé un doigt tremblant directement sur mon visage en hurlant que je ne m'en tirerais jamais en volant l'argent qu'il méritait de droit en tant que descendant direct. Delaney est resté parfaitement calme au milieu de la dispute en rappelant poliment au couple furieux que son cabinet possédait des preuves médicales irréfutables prouvant la compétence mentale absolue de son défunt client. L'avocat a expliqué fermement que de multiples témoins indépendants ainsi qu'un enregistrement vidéo complet avaient capturé tout le processus de signature pour garantir que le testament mis à jour pourrait résister à tout examen judiciaire potentiel. Le couple hostile a rapidement réalisé que ces tactiques d'intimidation agressive échouaient complètement face aux professionnels du droit imperturbables assis en face d'eux. Ils sont sortis de la pièce en trombe ensemble tout en criant haut et fort des menaces explicites de lancer une action civile massive pour invalider complètement la fiducie. La lourde porte en bois a claqué, laissant le bureau dans un silence absolu tandis que l'avocat expérimenté poussait un long soupir de soulagement professionnel. Delaney a immédiatement ouvert un tiroir verrouillé de son bureau pour en retirer une seconde enveloppe portant mon nom, manuscrite d'une encre tremblante familière. Il a soigneusement tendu le paquet scellé de l'autre côté de la table en expliquant qu'Alfred avait laissé des instructions très précises concernant la bataille juridique à venir qu'il savait totalement inévitable. L'avocat a précisé que cette lettre cachée contenait le plan exact que nous devions suivre en utilisant la carte bancaire jetée afin d'assurer une victoire permanente devant un tribunal civil. En serrant fermement la grosse enveloppe, j'ai réalisé que mon grand-père avait méticuleusement planifié chaque étape de cette confrontation pour s'assurer que les responsables de la destruction de notre famille finiraient par faire face à la justice ultime. Exactement 2 semaines après la fin de cette réunion tendue au bureau, une assignation à comparaître officielle est arrivée directement dans ma boîte aux lettres résidentielles, portant le sceau officiel du tribunal du comté local.
La requête juridique formelle déposée par mon père accusait officiellement Alfred de ne pas avoir la capacité mentale nécessaire lors de l'exécution de ses documents testamentaires mis à jour. Refusant de répondre à leurs appels téléphoniques harcelants, j'ai immédiatement apporté l'enveloppe scellée laissée by mon grand-père directement au bureau sécurisé de Delaney. Rompre le sceau de cire sur la lettre manuscrite a révélé des instructions écrites spécifiques exigeant que nous utilisions les chiffres d'identification situés sur ce morceau de plastique jeté. Le patriarche décédé nous a explicitement demandé d'utiliser ces numéros spécifiques comme clé de déchiffrement pour accéder en toute sécurité à l'ensemble des archives numériques contenant les données financières historiques. Comprendre le génie pur derrière son plan de secours caché nous a donné le levier exact nécessaire pour contrer efficacement le litige civil imminent menaçant mon avenir. Nous avons rapidement réalisé que l'objet abîmé que Douglas avait négligemment jeté à la poubelle représentait en fait le seul lien numérique survivant avec les serveurs bancaires offshore gelés. Suivre ces instructions écrites précises nous a amené à planifier une réunion privée urgente avec l'ancien gestionnaire de fonds nommé Sawyer. Apporter l'objet demandé à son bureau sécurisé du centre-ville a permis à l'expert financier de saisir soigneusement la séquence numérique effacée directement dans son logiciel de suivi institutionnel. Sawyer a utilisé la bande magnétique usée pour contourner avec succès les pare-feux de sécurité de l'entreprise, bloquant activement la consultation publique des anciens registres bancaires restreints. Les journaux de données nouvellement extraits ont mis en évidence de manière définitive la chronologie exacte, cartographiant de multiples transferts d'argent non autorisés provenant des principaux comptes de fiducie offshore. Nous avons soigneusement documenté les moments précis où la fausse procuration a été illégalement utilisée pour vider systématiquement les divers portefeuilles de retraite sur une période de plusieurs mois. L'historique détaillé des transactions correspondait clairement à l'afflux de capitaux illicites apparaissant dans les grands livres de l'entreprise contrôlés uniquement par mes parents. Voir la preuve indéniable se matérialiser sur l'écran d'ordinateur lumineux a solidifié notre compréhension absolue de la manière exacte dont le vol financier a été méticuleusement exécuté à huis clos. Sawyer a immédiatement généré plusieurs copies certifiées des pistes bancaires électroniques pour servir de preuve matérielle fondamentale pour la bataille judiciaire à venir. Construire un mur de défense impénétrable pour le procès civil imminent a nécessité que Delaney contacte simultanément le médecin gériatre privé connu sous le nom de Dr Maxwell. Le professionnel de la santé a volontairement fourni un accès complet à des dizaines d'évaluations cliniques indépendantes cataloguant la santé cognitive de mon grand-père au cours de ses 2 dernières années de vie. L'examen des dossiers médicaux complets a révélé des enregistrements vidéo à haute résolution des rendez-vous médicaux de routine, prouvant que l'homme âgé possédait une mémoire exceptionnellement vive jusqu'à son décès. Maxwell a expliqué méticuleusement comment les résultats de l'examen neurologique démontraient constamment un score parfait en ce qui concerne la conscience spatiale complexe ainsi que les capacités de raisonnement logique avancées. L'obtention de ces affidavits médicaux nous a garanti de posséder les munitions scientifiques nécessaires pour réfuter facilement toutes les accusations sans fondement concernant une démence soudaine ou une manipulation psychologique de personnes âgées. Le médecin dévoué a officiellement accepté de témoigner sous serment concernant la santé mentale absolue de son ancien patient pour s'assurer que l'intégrité juridique du plan successoral final resterait complètement intacte face à toute contestation hostile. L'analyse de cette montagne de preuves irréfutables aux côtés de l'équipe juridique nous a permis de formuler une stratégie judiciaire agressive conçue pour démanteler complètement l'opposition. Delaney a expliqué fermement que notre objectif tactique principal devait se concentrer entièrement sur la confirmation de la clarté mentale absolue du testateur avant de présenter toute allégation de vol financier à la juge qui présidait. Vaincre le procès futile exigeait que nous écrasions méthodiquement leurs accusations médicales fabriquées d'abord afin d'établir notre crédibilité pendant la phase initiale du procès civil. Prouver la validité indéniable du testament mis à jour supprimerait effectivement leur qualité pour agir avant que nous ne passions à l'exposition agressive de leurs activités criminelles cachées. Nous déchaînerions alors stratégiquement les données financières dévastatrices extraites de la carte en plastique pour porter le coup de grâce aux plaignants avides qui tentaient de voler l'héritage. Passer ces semaines exténuantes à préparer les classeurs juridiques à transformer mes sentiments initiaux de chagrin accablant en une froide détermination à obtenir une justice absolue pour mes grands-parents décédés. Tout était enfin en place pour déclencher le piège juridique que mon grand-père avait brillamment conçu pour punir les personnes exactes responsables de la destruction de notre héritage familial. Le lundi matin de la mi-novembre est arrivé avec une atmosphère lourde s'installant dans la salle d'audience civile formelle située au centre-ville d'Anchorage. L'avocat agressif représentant Douglas a commencé sa déclaration liminaire en lançant immédiatement une attaque vicieuse contre ma personne. Il arpentait avec assurance devant la juge tout en m'accusant explicitement d'exploiter sans pitié la santé supposément déclinante d'un homme âgé vulnérable pour obtenir un gain financier massif. Le professionnel du droit hostile a dépeint un récit complètement fabriqué,
affirmant que j'avais délibérément isolé mon grand-père de sa famille aimante pour exercer un immense contrôle psychologique sur ses décisions financières quotidiennes. Il a affirmé haut et fort que j'avais utilisé la manipulation émotionnelle pour forcer Alfred à signer l'abandon de toute la fortune familiale pendant ses derniers mois fragiles sur Terre. Delaney a complètement ignoré le spectacle insultant avant de se lever calmement pour appeler Maxwell à la barre des témoins comme notre toute première manœuvre défensive. L'avocat chevronné a contourné toute remarque d'ouverture dramatique en présentant immédiatement un épais classeur rempli d'évaluations cognitives certifiées directement à la juge qui présidait. Maxwell s'est installé sur la chaise en bois avant d'expliquer avec confiance les protocoles médicaux exacts qu'il a utilisés pour évaluer son ancien patient sur une base mensuelle constante. Le médecin respecté a témoigné sous serment qu'Alfred avait constamment obtenu des scores parfaits à chaque évaluation psychologique obligatoire, y compris les examens complexes des fonctions exécutives administrées au cours de ses 2 dernières années de vie. Maxwell a porté un coup dévastateur à l'opposition en fournissant des notes cliniques détaillées, prouvant que l'homme âgé possédait une compréhension exceptionnelle de son propre portefeuille financier complexe. Le médecin a clairement raconté de multiples consultations privées où son patient a articulé de manière indépendante son désir spécifique de restructurer complètement la distribution de la richesse générationnelle sans aucune influence extérieure. L'expert médical a spécifiquement noté comment Alfred avait méticuleusement exposé les raisons exactes pour retirer complètement certains parents immédiats des documents testamentaires mis à jour alors qu'il était assis complètement seul dans la salle d'examen. Écoutez le professionnel clinique décrire ses rendez-vous médicaux confidentiels a fourni la preuve indéniable que mon grand-père a agi avec une clarté mentale absolue tout en exécutant sa stratégie juridique ultime. Maxwell a souligné que son patient comprenait parfaitement les graves conséquences juridiques de ses actes tout en sécurisant délibérément l'avenir financier pour moi et pour Eve. L'avocat de la partie adverse a immédiatement lancé un contre-interrogatoire désespéré, tentant de discréditer agressivement la vaste expérience professionnelle du témoin en remettant en question ses méthodes de diagnostic. Il a posé une série rapide de questions médicales confuses, espérant piéger le médecin en lui faisant admettre un potentiel mauvais diagnostic concernant l'apparition cachée d'un Alzheimer ou d'une démence avancée. Maxwell a maintenu un sang-froid professionnel parfait tout en démantelant systématiquement chaque piège en se référant simplement aux scanners cérébro-neurologiques irréfutables portant les tampons de vérification officiels de l'hôpital. L'avocat de l'opposition, frustré, a désespérément essayé de suggérer que les dossiers médicaux auraient pu être modifiés post-mortem pour soutenir commodément l'établissement soudain de la fiducie irrévocable. Delaney s'est rapidement opposé à l'accusation sans fondement en produisant les horodatages numériques originaux directement vérifiés par la base de données de l'administration centrale de l'hôpital pour prouver l'authenticité absolue des documents. Les preuves médicales inébranlables ont complètement paralysé la stratégie offensive spécifiquement conçue pour dépeindre mon grand-père comme une victime confuse de maltraitance des personnes âgées. Douglas est visiblement dégonflé sur son siège à côté de Patricia tout en chuchotant frénétiquement à son coûteux représentant légal, qui venait d'échouer lamentablement à briser la crédibilité factuelle de notre principal témoin médical. La juge qui présidait a soigneusement examiné les affidavits médicaux certifiés avant de rejeter fermement les objections frénétiques soulevées par l'avocat de la partie adverse qui perdait rapidement le contrôle du récit. Elle a officiellement versé les évaluations cognitives complètes au dossier permanent du tribunal tout en avertissant sévèrement les plaignants de ne plus faire de déclarations médicales non fondées pendant le procès en cours. L'acceptation de cette preuve scientifique inébranlable a effectivement détruit l'argument fondamental m'accusant d'avoir intentionnellement manipulé une personne âgée supposément incompétente à des fins de gains financiers personnels. Les faits médicaux indéniables présentés aujourd'hui ne laissaient absolument aucune place à un débat plus approfondi concernant sa compétence mentale réelle. Vaincre leur récit médical fabriqué a conclu avec succès la première phase cruciale du litige civil, exactement comme mon équipe juridique l'avait initialement prévu depuis le tout début. Delaney a offert un bref signe de tête de satisfaction professionnelle avant de se préparer à faire évoluer notre stratégie judiciaire vers les révélations financières beaucoup plus dévastatrices qui attendaient en toute sécurité dans sa mallette en cuir. L'atmosphère de la salle d'audience s'est alourdie de manière notable alors que l'opposition réalisait nerveusement que tout leur procès malveillant s'effondrait rapidement sous leurs yeux paniqués. Le retour dans la salle d'audience silencieuse après une brève suspension d'après-midi a permis aux procédures judiciaires de reprendre immédiatement avec notre deuxième témoin crucial prenant la barre. Delaney a appelé Sawyer avec confiance à la tribune en bois avant de présenter l'objet en plastique abîmé directement à la juge qui présidait comme preuve matérielle formelle. L'expert financier expérimenté a examiné l'objet rayé tout en confirmant officiellement que ces chiffres d'identification unique servaient de clé de chiffrement maîtresse requise pour accéder aux comptes offshore gelés.
Il a expliqué systématiquement comment la récupération de ces fichiers numériques cachés a finalement permis à son entreprise de reconstituer entièrement la mystérieuse chronologie financière entourant la défunte Pearl. Le témoin a détaillé les protocoles de sécurité stricts réglementant la fiducie avant de démontrer exactement comment les auteurs ont contourné ces garanties en utilisant de la documentation juridique falsifiée. Sawyer a utilisé un grand projecteur numérique pour afficher une image fortement agrandie du document de procuration falsifié afin que toute la salle puisse l'examiner en profondeur. Il a méticuleusement souligné plusieurs incohérences flagrantes dans la signature avant de tracer la trajectoire exacte des fonds volés, quittant la fiducie familiale principale. Le grand livre bancaire complet projeté sur l'écran massif illustrait clairement des quantités massives de capitaux non autorisés affluant directement vers les comptes d'entreprises contrôlés uniquement par Douglas. Sawyer a soigneusement guidé le tribunal à travers le réseau complexe de numéros de routage offshore utilisés pour cacher les capitaux illicites aux logiciels d'audit gouvernementaux standards. Ces transferts numériques illicites se sont produits quelques jours seulement avant que la femme âgée ne subisse son urgence cardiaque fatale dans le hall de la banque locale en découvrant les comptes vides. La preuve visuelle indéniable établissant un lien direct entre le vol financier et la mort soudaine a complètement réduit au silence l'avocat de la partie adverse assis de l'autre côté de l'allée. Leur coûteux avocat a refusé même de tenter un contre-interrogatoire après avoir réalisé que les données financières irréfutables détruisaient complètement leur récit fabriqué. L'avocat chevronné a remis un courriel d'entreprise imprimé directement au témoin, lui demandant de lire à voix haute les détails spécifiques du destinataire pour le transcripteur officiel du tribunal. Sawyer a explicitement confirmé que le message électronique autorisant le virement offshore final incluait Patricia dans la liste des destinataires en copie carbone directe, sans aucune ambiguïté possible. L'exposition de cette communication numérique spécifique a complètement détruit son précédent témoignage sous serment, dans lequel elle affirmait une ignorance absolue concernant les activités d'entreprise illicites orchestrées par son mari avide. Réalisant qu'elle était maintenant indéniablement impliquée comme complice volontaire dans le schéma de fraude massif, Patricia a subi un effondrement psychologique total à la table des plaignants. Elle a commencé à sangloter de manière incontrôlable tout en pointant frénétiquement un doigt accusateur vers Douglas dans une tentative désespérée de se sauver des conséquences pénales imminentes. La femme terrifiée a crié que son mari l'avait violemment contrainte à signer ses documents d'entreprise frauduleux sous la menace d'une ruine financière grave. Elle a désespérément supplié la magistrate présidente de faire preuve de clémence tout en avouant bruyamment que Douglas avait orchestré toute l'opération pour sauver ses entreprises en faillite. Douglas a frénétiquement essayé de faire taire sa femme hystérique en lui attrapant agressivement le bras avant que les huissiers de justice armés ne s'avancent rapidement pour rétablir l'ordre physique absolu. Voir les deux conspirateurs se retourner vicieusement l'un contre l'autre a fourni une conclusion profondément satisfaisante au cauchemar horrible qu'ils avaient imposé à notre famille en deuil. La juge qui présidait a observé leur effondrement public chaotique avec un dégoût absolu avant de frapper avec force son marteau en bois contre le socle pour faire taire immédiatement la salle d'audience résonnante. Elle a déclaré sévèrement que les preuves financières accablantes combinées aux dossiers médicaux indéniables prouvaient que les documents testamentaires mis à jour avaient été exécutés avec une validité juridique parfaite. La magistrate a adressé une réprimande cinglante aux plaignants pour avoir utilisé le système judiciaire pour victimiser davantage les membres de la famille qu'ils avaient déjà complètement dépouillés. Elle a officiellement rejeté la requête civile futile avec préjudice tout en confirmant de manière permanente mon autorité juridique absolue sur la fiducie familiale irrévocable établie par mon grand-père. La juge a explicitement ordonné la libération immédiate des actifs gelés sous ma garde désignés pour assurer la distribution légitime de la richesse générationnelle. Vaincre leur procès malveillant signifiait que la forteresse financière protectrice que mon grand-père avait méticuleusement conçue était désormais entièrement sécurisée contre toute contestation juridique future de la part de ses prédateurs. Assurer cette victoire définitive devant le tribunal civil ne représentait que la première phase de la justice ultime qui approchait rapidement les individus responsables de la destruction de nos vies. Immédiatement après que la magistrate présidente a finalisé sa décision civile définitive concernant le plan successoral contesté, tout le monde dans la salle s'est préparé à se lever. Ford a traversé avec assurance les lourdes portes doubles en bois, accompagné de plusieurs policiers en uniforme tenant des mandats d'arrêt fédéraux officiels à la main. L'enquêteur expérimenté a ordonné bruyamment à la salle de rester assise avant d'annoncer formellement que Douglas ainsi que Patricia étaient officiellement inculpés pour de graves accusations criminelles. Il a explicitement énuméré plusieurs chefs d'accusation de crimes impliquant une fraude financière massive ainsi que la falsification délibérée de documents bancaires officiels pour faciliter un schéma de vol à grande échelle. Ford leur a méticuleusement lu leurs droits constitutionnels pendant que toute l'assistance observait le dénouement choquant de ce différend familial compliqué se dérouler en temps réel. En entendant ces accusations légales dévastatrices,
Les plaignants vaincus se sont instantanément effondrés dans un état de panique psychologique absolue à leur table désignée. Les officiers armés ont rapidement encerclé le couple terrifié avant de leur passer de force les poignets dans de lourdes menottes en métal qui ont résonné bruyamment dans la pièce silencieuse. Patricia a désespérément crié mon nom en implorant une sorte de pitié familiale pour éviter de passer ses dernières années dans une cellule de prison fédérale. Douglas a plaidé sans espoir pour une conversation privée, espérant négocier une sorte de règlement financier désespéré en échange de l'abandon des poursuites pénales en cours. Ignorer complètement leurs appels pathétiques m'a permis de passer directement devant leur table sans ressentir la moindre trace de culpabilité ou de chagrin biologique résiduel. Sortir de cette salle d'audience sans jamais regarder en arrière symbolisait la rupture permanente de tous les liens de sang me reliant pour toujours à ces prédateurs financiers impitoyables. Plusieurs mois calmes se sont écoulés avant que les processus administratifs complexes requis pour activer pleinement la fiducie irrévocable ne soient finalement achevés par notre équipe juridique dévouée. Obtenir le contrôle opérationnel absolu sur le portefeuille financier massif m'a permis de commencer immédiatement à mettre en œuvre ma propre stratégie philanthropique à long terme pour l'avenir. L'allocation d'une partie très importante de la richesse héritée a fourni le financement exact nécessaire pour établir un centre d'aide juridique dédié opérant dans le centre-ville d'Anchorage. Cette organisation caritative nouvellement créée se concentre spécifiquement sur la fourniture d'une représentation juridique gratuite aux enfants vulnérables vivant dans des environnements domestiques dangereux ou souffrant d'une grave exploitation financière. L'emploi d'une équipe d'avocats agressifs spécialisés dans les droits civils garantit que ces mineurs sans défense reçoivent le plus haut niveau de protection judiciaire contre les adultes malveillants cherchant à leur nuire. La construction de cette fondation protectrice a honoré directement la toute dernière leçon qu'Alfred m'avait constamment enseignée avant son décès tragique plus tôt cette année. Mon grand-père croyait fermement que la richesse générationnelle ne possédait une valeur authentique que lorsqu'elle était activement utilisée pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Transformer son immense fortune en une arme pour la justice sociale a assuré que son héritage honorable continuerait d'aider des personnes innocentes pendant de nombreuses décennies à venir. Vivre toute cette épreuve éprouvante m'a forcé à réaliser quelques réalités vraiment profondes concernant le côté sombre de la nature humaine. Premièrement, être témoin de cette trahison ultime a prouvé que la cupidité incontrôlée possède la capacité terrifiante de détruire complètement les racines les plus profondes de n'importe quel arbre généalogique. Voir mes propres parents voler leurs aînés a démontré comment le désir obsessionnel d'argent corrompt facilement même les liens biologiques les plus forts imaginables. Deuxièmement, les individus malveillants peuvent tenter de dissimuler la vérité ou de jeter des preuves vitales comme un déchet sans valeur, mais les faits objectifs referont toujours surface. La vérité possède une incroyable résilience, lui permettant de percer les mensonges les plus élaborés construits par des criminels désespérés essayant de cacher leurs traces. Troisièmement, la recherche d'une justice juridique absolue reste largement supérieure à l'entretien d'une haine sans fin contre les personnes qui ont délibérément causé votre profonde souffrance émotionnelle. Les actifs hérités atteignent leur signification la plus élevée lorsqu'ils sont utilisés avec succès comme une arme pour protéger les membres innocents de la société de l'exploitation prédatrice. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire personnelle jusqu'au tout dernier moment de cette diffusion. J'apprécie vraiment votre compagnie continue tout au long de ce voyage émotionnel incroyablement difficile vers la recherche de la justice ultime pour mes grands-parents décédés. Quelles sont vos pensées honnêtes concernant la sévère punition juridique que mes parents ont finalement reçue pour leurs terribles crimes financiers? Comment auriez-vous réagi si vous aviez été placé dans cette même situation déchirante impliquant vos propres parents trahissant votre confiance? N'hésitez pas à partager vos perspectives personnelles ainsi que tout conseil spécifique dans la section des commentaires ci-dessous.